Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va essayer de trouver les actions américaines les plus intéressantes à ce jour, en janvier 2025, selon divers critères que je vais vous présenter dans mon screener. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez demander des analyses d'actions, on peut le faire en rejoignant le canal Telegram, dont le lien se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. Allez, on commence avec ce screener Actions US. Donc on va aller sur, donc là on est sur Coifin, l'outil que j'utilise pour faire mes analyses. On va aller faire un screener, définir les paramètres d'un screener qui nous permettent de sélectionner des actions américaines. Donc ça c'est le premier critère. Pourquoi américaine ? Si vous êtes un investisseur diversifié, vous devez avoir une poche américaine. C'est le marché qui est le plus performant mondialement au niveau action. On va donc je sélectionne globalement toutes les industries, sauf quelques-unes que je préfère éviter, donc biotech, capital markets, consumer finance. Je préfère éviter. Il y en a d'autres que j'enlève, par exemple assurance, c'est parce que c'est assez compliqué d'analyser une assurance, c'est inversé par rapport à une entreprise normale. On va enlever, voilà, on va garder ça. Là ça reste assez large. Il y a peut-être d'autres secteurs que je pourrais éviter, mais j'ai aussi enlevé les banques, puisque les banques, à mon avis, c'est un peu compliqué à analyser, donc je préfère les éviter. Ensuite, ça c'est l'univers de sélection. On va aller sur les critères quantitatifs que je vais utiliser pour filtrer les entreprises. Donc, on est sur les États-Unis. Donc, les États-Unis, c'est toujours un peu plus cher que les autres marchés parce que c'est le marché le plus efficient, le marché financier le plus efficient. Donc, on s'autorise à payer jusqu'à 17 fois les profits des 12 derniers mois. Donc, si c'était par exemple en Europe, je mettrais peut-être 13 maxi. Même à 13, c'est un peu cher pour moi, mais aux États-Unis, 17, ça me semble raisonnable comme price earning. Un return on invested capital, donc une mesure de rentabilité opérationnelle à 13%, ce qui est quand même assez correct. Pour les entreprises américaines, c'est plus élevé que les entreprises européennes. Une nouvelle fois, par exemple sur la France, ce critère je mettrais plutôt 7%. Donc 13% pour les boîtes américaines, c'est tout à fait dans les normes. Un endettement maximum de 3 fois l'endettement net sur l'EBITDA. Donc 3 fois c'est une heuristique qui est souvent, par exemple si vous prenez le Vernimen et que vous regardez, c'est en fait un critère qui dit si une entreprise arrête d'investir et tire tous ses free cash flow pour rembourser la dette, 3 fois si c'est raisonnable, ça veut dire qu'elle n'investit plus pendant 3 ans. Pendant 3 ans, elle risque pas trop de perte de part de marché si elle n'investit plus. Voilà, donc c'est un critère un peu arbitraire. Ça dépend aussi des industries, hein. Il y a des industries style l'immobilier où on s'autorise à avoir plus de dettes, ou alors l'infrastructure on s'autorise à avoir plus de dettes. Mais là, 3, ça me semble un critère assez sécurisant pour un investisseur. Ensuite, on va se mettre sur des market cap qui sont assez grosses, donc là 50 milliards de dollars US. Pourquoi ? Parce que sinon on tombe sur des noms qu'on connaît pas en tant qu'investisseur européen, sauf si vous connaissez bien le marché et que vous pouvez creuser. Mais là voilà, on va rester sur des méga caps américaines. Enfin, c'est pas des méga caps, hein. 50 milliards de dollars, c'est des mid caps aux États-Unis, alors que ça serait plutôt des large caps en Europe. Et là, on a nos critères. On va y aller. Hop. Coifin nous donne cette liste-là, donc je trie les résultats par price earning, donc les actions les moins chères par rapport au profit des 12 derniers mois, jusqu'au plus cher. Et on va regarder dossier par dossier. Je vous donne un avis rapide, et après si vous êtes intéressé, vous pouvez demander des analyses dans le canal Telegram, vous pouvez creuser de votre côté. Alors le premier groupe qui sort, la première entreprise qui sort, c'est Altria. Donc ça c'est du tabac. Donc déjà ça c'est pas ESG, donc ça casse les multiples direct, hein. Le marché n'aime pas, alors c'est moins gros aux États-Unis, c'est plus vrai en Europe, mais en général le marché n'aime pas les investissements non ESG, donc ça veut dire multiple assez bas. Pourtant rentabilité énorme, on est quasiment à 40% de rentabilité opérationnelle, ROIC, Return on Invested Capital, et on a une croissance qui est quasiment nulle. On n'a plus de croissance. Ben, c'est normal, c'est un marché prématuré le tabac. En plus, il y a peut-être dans les pays émergents où c'est en croissance, mais dans le monde occidental, c'est en décroissance parce que justement la santé publique veut qu'on arrête de consommer du tabac. Il y a un peu de dette, mais c'est pas trop inquiétant. Donc, on a une forte rentabilité et pas de croissance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, ça veut dire qu'on rend du dividende aux actionnaires. Je vais vous rajouter le rendement du dividende, comme ça vous aurez une idée. On va mettre dividend yield, et on va mettre le payout ratio aussi, qui est une mesure de sécurité, de sûreté du dividende. Voilà. Donc sur Altria, vous avez un dividende qui est 7-8%. Donc, je pense que c'est cette valeur qui est la plus pertinente, 7,5%, et qui représente 2/3 des free cash flow, ce qui me semble raisonnable parce que c'est pas une entreprise qui va besoin de toute façon de ses free cash flow.
Donc, à creuser de votre côté, si vous n'êtes pas un investisseur ESG et si investir dans le tabac ne vous fait pas peur. En termes, voilà, le risque, ça va être le risque réglementaire principalement sur ce genre d'entreprise. La deuxième entreprise qui ressort, c'est Packard Incorporated. Alors, je connaissais pas l'entreprise, je suis allé regarder rapidement son activité. C'est un constructeur de camions. Donc, on s'attend à ce que ce soit une industrie cyclique qui va dépendre du cycle économique américain. On est sur un PE qui est quand même tout à fait acceptable, un ratio court-bénéfice qui est à 12,3. C'est pas démesurément cher aux États-Unis. Rentabilité complètement intéressante à 23,5, qui est plus élevée que la croissance composée sur les 5 dernières années, de 6. Donc ça veut dire qu'on peut largement autofinancer la croissance et rendre du dividende à ses actionnaires. Donc je ne sais pas quelle valeur est la meilleure entre où est la vérité là-dedans, parce qu'il y a à chaque fois ils nous donnent plusieurs types de cotations. Donc le rendement, on peut se dire que à mon avis c'est peut-être du 3,5, quelque chose comme ça, en tout cas sur un payout ratio de 50%. Regardez de votre côté le rendement du dividende si vous êtes intéressé par cette entreprise, vérifiez ça de votre côté, mais en tout cas on est assez sécure sur le payout ratio. Alors attention, il faut quand même bien regarder que les free cash flow correspondent aux bénéfices nets, parce que quand on regarde un payout ratio, c'est sur des bénéfices nets, mais si ça correspond pas à des free cash flow, si par exemple les free cash flow sont plus bas, en fait le payout ratio est plus élevé que ce qui est indiqué ici. Donc vérifiez de l'autre côté. Donc Packard Incorporated, ça peut être intéressant, des camions, c'est cyclique, mais c'est pas trop cher payé, il y a pas trop de dettes, donc pourquoi pas. Ensuite ConocoPhillips, donc ça c'est un secteur que moi j'affectionne particulièrement, c'est le secteur de l'énergie, là c'est l'énergie traditionnelle. Donc c'est un acteur verticalement intégré, ConocoPhillips. Donc les multiples sont assez bas globalement sur l'énergie, mais là où c'est le plus bas, c'est en Europe. Aux États-Unis, le multiple est un peu plus élevé pour ce genre de secteur, avec un PE de 12,5 ici. Par exemple, Total Energy se paye à un multiple très bas, ça va être entre moins de 10, donc franchement c'est pas très cher. On a une bonne rentabilité des capitaux investis, à 15%. Alors que la croissance est quand même pas mal. Il faut vérifier aussi que les croissances n'incluent pas donc sur coefficient la croissance, les revenus incluent les acquisitions. Donc je pense pas que le marché croisse à cette vitesse-là pour l'énergie traditionnelle, on est plutôt sur une décroissance. Donc vérifiez de votre côté cet élément-là, mais je pense qu'on a de quoi largement autofinancer la croissance et payer un dividende qui est somme toute intéressant, entre 2,5 et 3%, avec une bonne marge de sécurité sur ce dividende qui est à 40%. Donc on a le moyen de payer un dividende intéressant sur ConocoPhillips, une entreprise qui peut être creusée de votre côté. On passe à l'action suivante, donc HCA Healthcare. Ça c'est une chaîne de cliniques aux États-Unis. Un price earning à 14, donc ça commence, c'est toujours pas cher pour les États-Unis, si c'était en Europe ça commencerait à être cher, mais c'est pas cher pour les États-Unis. Une bonne rentabilité des capitaux investis à quasiment 20%, alors qu'on est sur une croissance qui est plutôt faible, donc ça donne des free cash flow qu'on va pouvoir rendre aux actionnaires. Alors deux choses, on a un peu de dette quand même, donc ça peut expliquer pourquoi le dividende est pas si élevé que ça et que le payout ratio est quand même très faible. Donc peut-être qu'on réinvestit beaucoup, donc là dans ce cas-là on garde une large partie des free cash flow pour investir. Peut-être qu'on priorise le remboursement de la dette avant de payer l'actionnaire, ce qui peut expliquer que ce dividende est faible. Donc sur cette boîte, c'est peut-être une boîte qui est encore en fin de croissance, on va dire, qui a quand même un peu de croissance, et donc qui a besoin de free cash flow pour croître et fait éventuellement des acquisitions, ce qui peut expliquer ce niveau d'endettement. Mais il y a largement de la place par la suite pour augmenter ce dividende, et à mon avis on peut s'autoriser un bon niveau d'endettement parce que c'est ce genre d'activité, de chaîne des cliniques, il y a un peu de visibilité, surtout avec le vieillissement démographique, etc. Donc, à mon avis, ça peut être intéressant à creuser, vérifier qu'il n'y a pas trop de risques réglementaires sur ce type de société. Mais pourquoi pas. Alors, Schlumberger, c'est du parapétrolier, donc ça va dépendre de la dépense en capital des acteurs du pétrole. Donc, on est sur un PE de 14, qui reste raisonnable pour les États-Unis, une rentabilité des capitaux investis de 16, pourquoi pas, ça reste très bon, vu la croissance, en plus on a 2% de croissance en croissance cumulée sur 5 ans, donc pas énormément de croissance à financer, à autofinancer même, donc on a largement de quoi l'autofinancer, on n'a pas de dette, et un rendement du dividende qui est un peu faible, à 2,2%, donc malheureusement Coffin ne donne pas le payout ratio, donc à vérifier de l'autre côté si ce dividende est sûr. Voilà, ça peut être intéressant si vous voulez. Les parapétroliers comme Schlumberger, c'est plus cyclique que les pétroliers qui sont déjà cycliques, parce que ils vont dépendre, les parapétroliers, de la dépense en capital des pétroliers, et donc ils n'ont pas forcément beaucoup de visibilité sur ces dépenses en capital. Ce qui se passe, c'est qu'on a souvent un haut cycle,
sur le pétrole. Du coup, les pétroliers, ils engrangent beaucoup d'argent. Ils vont à ce moment-là commencer à investir. Et quand ils vont investir massivement, où la production de pétrole va augmenter, et dans ce cas-là, le prix va baisser. Du coup, ils auront moins de free cash flow, et ça va entraîner les parapétroliers qui bénéficieront de moins de dépenses en capital des pétroliers. Donc, il faut bien étudier les cycles pour ce genre d'entreprise, mais il y a quand même une marge de sécurité à ce niveau de valorisation. La suivante, c'est Target Corporation. Donc, on est sur de la consommation du retail. En fait, c'est des chaînes de magasins, grande distribution. L'avantage de ces boîtes, c'est qu'on a des BFR négatifs. Donc, on n'a pas besoin de besoin en fonds de roulement. On engage beaucoup de cash qu'on peut faire travailler. Donc, on a un bon résultat financier sur ce genre de boîte. Ça, c'est intéressant. On se paye sur un multiple de 14,2. C'est somme toute pas très élevé. Si vous regardez Walmart, c'est quand même beaucoup plus élevé que ça. Return on invested capital, retour sur capitaux investis de 14%, alors qu'on est sur une croissance qui est pas exceptionnelle, 6,72. Je ne sais pas s'il y a des acquisitions. Alors regardez de votre côté s'il y a des acquisitions. À mon avis, ça croît moins vite que ça en organique, parce qu'on est sur la grande distribution qui suit en fait la croissance de la consommation américaine. Et cette croissance, elle va dépendre de la croissance du PIB, mais aussi de la croissance des salaires et du pouvoir d'achat des Américains. Donc on a largement de quoi autofinancer la croissance avec ce return on invested capital. On a de quoi verser un dividende qui est intéressant et qui est assez sûr avec 46% de payout ratio, donc pourquoi pas. On a un peu de dette. Est-ce que à quoi servait cette dette? Est-ce que c'est pour faire des acquisitions parce qu'on a de quoi s'autofinancer? Donc à mon avis, c'est plutôt pour faire des acquisitions. Voilà, à voir. Mais Target, ça peut s'étudier à ce niveau de prix, ça reste intéressant, il y a une marge de sécurité. Troisième, donc là on est plutôt sur un conglomérat industriel d'après Coifin. En gros, ils font de la chimie, ils font des produits, des produits pour le retail, mais aussi en B2B. Donc c'est vraiment de l'industrie diversifiée. Troisième, donc beaucoup de temps en temps quand même des procès, donc ça c'est quelque chose à surveiller dans les risques de la boîte. Maintenant, on regarde, en price earning on est presque à 15, mais on a une rentabilité énorme. Donc ça reste intéressant. Donc pourquoi le PE n'est pas si élevé? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de croissance quand même. On est sur un marché très mature et sur une industrie qui est très mature également. Donc qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit racheter ses actions. C'est pas ce que j'ai mis. Je sais pas s'il y a l'information ici d'ailleurs. On pourrait le mettre. Ce qu'on va se mettre, c'est le shareholder yield, qui est pas souvent bien calculé par Coifin. Donc si je le mets ici, ça donne aussi une idée du rachat d'actions. Mais elle a un peu biaisé cette métrique, donc ça dépend si elle est bien calculée ou pas, parce que ça inclut les rachats d'actions, mais ça inclut aussi l'endettement. Parfois c'est mal calculé par Coifin. Donc bon, restons sur le rendement du dividende qui est à 3,5, mais je pense que troisième rachète ses actions également, puisqu'elle est sur un marché qui est en maturité complète. On n'a pas beaucoup de dettes, donc ça c'est bon. Et on a un rendement intéressant, il y a juste les risques un peu de procès, etc. sur troisième, mais je pense que ça reste intéressant, il y a une marge de sécurité à ce prix-là. On continue avec la dernière action qui correspond à nos critères, c'est Cheniere Energy. C'est un acteur, alors je connais pas bien le dossier, je pense qu'ils sont verticalement intégrés, mais dites-moi en commentaire si c'est pas le cas. Il faut du LNG, vu leur ticker, j'ai l'impression. Bon, voilà. Acteur verticalement intégré de l'énergie. On est sur un price earning de 16, qui commence à être un peu vers notre limite de price earning, mais on a une bonne rentabilité à 16,5, avec une croissance qui est à 12,5. Donc là, je pense que ils ont bénéficié à plein de la hausse du gaz naturel. Donc c'est quand même un marché, contrairement au pétrole, qui est plus en hausse, en croissance que le pétrole, puisque on a depuis l'invasion de l'Ukraine, on a une forte demande sur le LNG américain, sur le gaz naturel liquéfié, le GNL américain. Donc ça booste la croissance de ces acteurs. On a quand même un niveau d'endettement qui est un peu élevé, à 3, donc un peu attention sur le bilan de cette entreprise, ça c'est quelque chose à surveiller. Un rendement du dividende qui est pas très élevé, mais qui a largement la place d'être augmenté, vu qu'on est que à 11% de payout ratio. Coifin calcule un rendement de l'actionnaire de 5,76, donc ça il faut regarder de quoi c'est composé. Est-ce que c'est des rachats d'actions, du désendettement? Apparemment non, vu que la dette est quand même élevée, ou du dividende? Apparemment non, puisque le dividende est assez faible. Donc creusez de votre côté, mais Cheniere Energy, ça peut être intéressant. Voilà, conclusion de cette analyse. Vous avez là une liste de dossiers qui sont pas trop cher aux États-Unis, donc bien sûr ça va pas être sur des secteurs qui sont très sexy, on n'est pas sur de la tech américaine qui a une forte croissance, et évidemment sinon vous n'aurez pas des multiples aussi bas, donc on va être sur plutôt de l'ancienne économie on va dire. Après il y a des secteurs que vous pouvez
ou ne pouvaient pas aimer, par exemple le tabac ou l'énergie, mais c'est là-dessus qu'on a ce secteur-là qu'on a des multiples qui sont pas trop élevés. Maintenant, voilà, il y a des dossiers qui sont, on va dire, ESG compatibles, comme Target, par exemple, comme troisième, j'allais dire, mais pas forcément, ça dépend. Si vos critères d'ESG, mais bon, moi c'est pas un critère qui rentre dans la prise de décision pour investir. Mais voilà, tout ça pour dire que vous avez quand même des boîtes américaines qui sont pas trop chères, alors qu'actuellement le marché est quand même chèrement valorisé aux États-Unis. Je vous laisse poursuivre l'analyse si vous êtes intéressé par ces boîtes, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.